Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi. Qui dit début septembre, vous le savez, dit aussi rentrée. Et nous aussi chez Cryptost, on fait notre rentrée et on reprend nos bonnes habitudes. Et donc à partir d'aujourd'hui, c'est le retour du Récap Crypto tous les lundis sur la chaîne YouTube de Cryptost. Je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche de notification si vous voulez pas manquer ces prochains épisodes qui arrivent. C'est la 3e saison du Récap Crypto et pour ceux qui ne le savent pas forcément, le concept il est simple, c'est qu'on se retrouve tous les lundis pour décrypter ensemble les principales actualités qui ont eu lieu dans l'écosystème crypto sur la semaine qui vient de s'écouler. Ça vous permet à vous et à moi aussi évidemment d'attaquer le début de semaine du bon pied et de se tenir informé sur tous les récents événements de l'écosystème crypto. Comme c'est la rentrée, je ne vais pas vous proposer un épisode classique, on va se faire quelque chose d'un petit peu spécial. On va se faire un récap de toutes les grosses actualités qui ont eu lieu cet été dans l'écosystème crypto. Si vous suivez Cryptost régulièrement, vous devez le savoir, il y en a eu pas mal. Entre les demandes d'ETF Bitcoin Spot, le procès de la SEC contre Grayscale, le hack du protocole Curve qui a failli faire balancer toute la DeFi. Bref, il y a eu pas mal de choses, on va revenir tranquillement dessus ensemble dans cet épisode. Et je vous propose d'ailleurs qu'on commence tout de suite. C'est parti. On commence avec la très grosse actualité de cet été et qui est certainement la narrative du moment et qui pour beaucoup en tout cas pourrait être l'élément déclencheur du prochain bullrun. C'est les demandes d'ETF Bitcoin Spot. Alors pour résumer, tout a commencé en juin dernier avec BlackRock, qui est le géant américain de l'investissement, plus grand gestionnaire d'actifs au monde, qui a fait une demande aux gendarmes financiers américains, donc à la SEC, pour la création d'un ETF Bitcoin Spot. Dans la foulée, il y a eu évidemment tous les concurrents qui ont effectué leurs propres demandes, Bitwise, Valkyrie, Invesco, Ark Invest. Bref, voilà, il y a eu énormément de demandes pour des ETF Bitcoin Spot. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. En 2021, pour ceux qui suivent un petit peu l'écosystème crypto, vous le savez, il y avait déjà eu des demandes d'ETF Bitcoin Spot qui avaient toutes été refusées par la SEC, sauf que cette fois-ci, le marché est beaucoup plus enthousiaste, notamment quand on sait que BlackRock n'a essuyé qu'un seul refus sur un total de 575 demandes, ce qui est évidemment assez énorme. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on s'emballe pour des ETF Bitcoin, sachant qu'il en existe déjà, et vous avez raison, puisqu'il existe déjà des ETF Bitcoin Futures, sauf que la différence, c'est qu'ils reposent sur des contrats futurs, donc des produits dérivés, c'est-à-dire que quand on investit dedans, on investit à travers des produits dérivés. Donc pour résumer, l'impact sur le marché n'est pas le même. A l'inverse, un ETF Bitcoin Spot signifie que chaque dollar qui est investi dedans équivaut à un dollar acheté en Bitcoin derrière. Donc il y a vraiment du Bitcoin réel et tangible qui est détenu derrière et ça a un impact beaucoup plus fort sur le marché, beaucoup plus fort sur le cours de l'actif et donc sur le cours du Bitcoin. Pour revenir sur cette actualité des demandes d'ETF Bitcoin Spot, sans grande surprise, la SEC en début septembre a décidé de repousser ses demandes, elle a totalement le droit de le faire. La prochaine échéance c'est le 17 octobre prochain et la SEC aura à nouveau le droit de repousser sa décision et pourra le faire une nouvelle fois si elle le sait, voire même d'ailleurs une troisième fois, la date ultime étant en mars 2024. D'ailleurs, il y a une autre actualité en parallèle de celle-là qui a fait beaucoup de bruit très récemment, c'est la victoire de Grayscale dans son procès qui l'opposait à la SEC, qui globalement avait refusé de convertir le Grayscale Bitcoin Trust en un ETF Bitcoin Spot, mais qui n'a pas réussi à expliquer pourquoi elle avait refusé cette conversion. Évidemment, ça a donné énormément de baume au cœur à la communauté crypto, qui voyait un signe que les demandes d'ETF Bitcoin Spot avaient beaucoup plus de chances d'être acceptées dans les prochains mois. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a tourné avec Cryptost récemment une grosse vidéo sur cette énorme actualité qui est la victoire de Grayscale dans son procès contre la SEC. On explique évidemment tous les détails du procès, mais on se projette aussi sur l'avenir. Quel sera l'impact sur les demandes d'ETF Bitcoin Spot en cours, sur l'industrie crypto de manière générale et évidemment sur le cours du Bitcoin. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien qui s'affiche sur le coin de l'écran. Je vous invite véritablement à consulter cette vidéo. Allez, on enchaîne avec une autre énorme actualité qui a fait beaucoup de bruit cet été. L'écosystème de la DeFi a tremblé, il a même failli basculer. Pour faire très simple, l'un des plus gros protocoles de finance décentralisée, Curve, a été indirectement hacké, c'est-à-dire que l'attaquant a exploité une faille dans Viper, qui est le langage de programmation qui est utilisé par certains pools de liquidités de Curve. Concrètement, ce sont 41 millions de dollars qui ont ainsi disparu et qui ont évidemment, vous vous en doutez, entraîné une chute du cours du CRB qui est le token natif de Curve. Sauf que ce qui s'est passé concrètement, c'est que le fondateur du protocole Curve, en parallèle, il avait des énormes positions de lending sur différents protocoles, AAV, Frax Finance, etc., avec du CRV en collatéral. Sauf que ce CRV ayant chuté, ces positions, elles étaient en danger, elles menaçaient d'être liquidées, alors même que le marché n'avait pas forcément la capacité de gérer une telle vague de liquidation. Alors vous vous en doutez, à ce moment-là, la communauté crypto commençait à s'emballer et à craindre que l'ensemble de la DeFi puisse s'effondrer. Finalement, comme vous le savez, on est encore là à en parler, ça c'est bien terminé grâce à une bonne gestion en urgence, notamment du fondateur de Curve qui a réussi
à revendre ses CRV en OTC, c'est-à-dire qu'il s'est accordé avec certaines personnes pour les revendre en dehors du marché à prix réduit, ce qui lui a permis de petit à petit rembourser ses positions et à ne pas se faire liquider. Et en parallèle, on a eu aussi tous les principaux protocoles de DeFi, notamment Aave, qui ont travaillé à faire en sorte que s'il devait y avoir liquidation, ça se passe du mieux possible pour ne pas impacter l'ensemble des utilisateurs. D'ailleurs, je vous invite à regarder notre rediffusion de live si ça vous intéresse. Le lien s'affiche quelque part à l'écran. On l'avait enregistré à peu près au moment de cette actualité et on avait discuté avec Mark Zeller de Aave, avec Valentin Demey que vous connaissez, avec le Prof Chain sur tous les détails qui ont amené à cette actualité, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation et surtout comment est-ce qu'on s'en est sorti. Donc voilà, je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Allez, dans l'actualité également, on a eu le lancement de WorldCoin, un projet dont vous avez certainement déjà entendu parler, un projet très controversé puisqu'il a été lancé par le cofondateur de ChatGPT, Sam Altman, et que l'idée de ce projet, c'est tout simplement de construire le plus grand réseau identitaire et financier du monde. Mais là où il y a un vrai problème, c'est comment est-ce qu'il procède, puisque pour ce faire, il va scanner les iris des gens avec une norme un petit peu futuriste, et l'idée c'est de prouver leur identité. Alors pourquoi est-ce que les gens se font scanner leur iris? Tout simplement parce qu'ils sont payés pour le faire, puisqu'une fois que leur iris est scanné, eh bien ils vont pouvoir accéder à une application qui est baptisée World App et à un wallet sur lequel ils auront l'équivalent de 50 $ en token WRLD, qui est le token natif de WorldCoin. Alors évidemment, le projet a connu un lancement en trombe qui a fait énormément parler de lui dans les médias spécialisés, mais aussi les médias généralistes, et qui risque de continuer de faire du bruit. En effet, la raison, elle est très simple, c'est que c'est un projet déjà qui a des airs de projet dystopique, on dirait un scénario de science-fiction, mais au-delà de ça, c'est très concret. C'est que l'iris, c'est une donnée biométrique personnelle. Elle est unique au même titre que votre ADN. Et donc le fait qu'un acteur privé puisse détenir une partie de vos données biométriques, ça signifie qu'il pourrait potentiellement se faire passer pour vous, tout simplement. Et c'est là que le risque se situe. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec WorldCoin. Allez, on termine avec une autre énorme actualité. Cet été a été aussi marqué par l'obtention du premier agrément PSAN. Et l'heureux élu est nul autre qu'une banque, et c'est Forge, la filiale de la Société Générale, qui est dédiée donc à la blockchain et aux crypto-monnaies. Alors, comme vous le savez peut-être, le PSAN, c'est un statut qui est délivré par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, et ça veut dire prestataire de services sur actifs numériques. Il en existe deux catégories. La première, c'est l'enregistrement, qui est obligatoire pour toute entreprise qui souhaite exercer son activité sur le territoire français. Il y a à peu près 70 entreprises qui sont détentrices de cet enregistrement PSAN. Et la deuxième catégorie, c'est donc l'agrément PSAN, qui est beaucoup plus complexe à obtenir, mais qui est pour le moment facultatif. Et jusqu'ici, eh bien, personne n'avait réussi à le décrocher. Et donc, c'est une banque qui a été la première entité à obtenir l'agrément PSAN. Ça a évidemment fait, vous en doutez, grincer des dents pas mal d'acteurs de l'industrie crypto. Mais c'était pas la seule grosse actualité à retenir sur cette journée d'obtention des PSAN, puisqu'il y a eu le premier protocole de DeFi à obtenir un enregistrement PSAN. Alors c'est pas l'agrément, c'est simplement l'enregistrement, mais c'est déjà une étape majeure, et c'est Atlantis. Atlantis, qui est donc le premier protocole de DeFi à obtenir un enregistrement PSAN. C'est un protocole qui permet très simplement à des acteurs institutionnels de faire des emprunts sur la DeFi non collatéralisés, mais en échange d'un KYC. Bref, il y a eu pas mal de nouveautés à ce sujet cet été. Si ça vous intéresse, on a même réalisé une interview d'un des membres de l'équipe de Atlantis qui nous explique un petit peu comment ils ont réussi à obtenir cet enregistrement PSAN. Donc le lien s'affiche quelque part à l'écran, je vous invite à le consulter si ça vous intéresse. Autre actualité majeure qui a fait énormément de bruit cet été, PayPal, le géant américain des services de paiement sur Internet, qui a annoncé le lancement d'un stablecoin adossé au cours du dollar et qui sera baptisé le PYUSD. Ce sera le seul stablecoin qui sera pris en charge par l'entreprise et il servira en fait tout simplement de monnaie d'échange entre les consommateurs et les commerçants, et plus généralement de pont entre l'univers de la finance traditionnelle, des monnaies fiduciaires et celui des crypto-monnaies. Alors PayPal, ça fait un petit moment qu'ils sont déjà dans l'écosystème crypto depuis 2020. Ils permettent notamment aux clients américains d'acheter, de vendre des cryptos, et donc dans ce contexte, le stablecoin USD il sera uniquement disponible en premier lieu bien entendu aux résidents des États-Unis. À l'heure actuelle, le PYUSD est déjà déployé aux États-Unis pour les utilisateurs qui en ont l'autorisation, ce qui signifie que certaines personnes peuvent déjà l'utiliser pour des paiements du quotidien sur des sites internet qui sont compatibles avec PayPal. C'est évidemment, vous en doutez, une énorme actualité quand on voit le poids que représente PayPal dans le monde du paiement au quotidien et notamment des paiements en ligne. Et c'est encore plus important quand on sait que l'écosystème des stablecoins s'est vu amputé du BUSD, le stablecoin du Binance qui a dû disparaître à cause de la réglementation américaine, qui laisse énormément de place pour le PYUSD de PayPal, qui pourra peut-être à l'avenir devenir un plus gros stablecoin, en tout cas prendre une place assez importante dans ce monde des stablecoins. Voilà, on va s'arrêter là pour les actualités, on a fait le tour des principales, hein, évidemment il y en avait beaucoup d'autres, vous vous en doutez, mais on ne pouvait pas tout traiter.
Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site internet de Cryptost où on traite quotidiennement toutes les actualités principales de l'écosystème des cryptos. Il y aura aussi tous les liens des vidéos dont j'ai parlé au long de cette vidéo qui seront dans la description. Donc je vous invite aussi à aller y jeter un petit coup d'œil. Elles sont extrêmement intéressantes et toujours d'actualité. Voilà, cette vidéo marquait le retour du récap crypto, une 3e saison du récap crypto. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'il évolue un petit peu. On essaiera de prendre en considération vos recommandations pour faire en sorte que ce format continue d'évoluer dans le meilleur sens et qu'il continue de vous plaire. N'hésitez pas aussi à nous dire si cette vidéo vous a plu dans les commentaires. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur YouTube.